À la une ce soir, l'exercice Richter Caraïbes 2017 bat son plein. Tous les aspects du plan catastrophe sont testés, mais les populations des zones les plus exposées au risque de tsunami sont-elles prêtes? Le reportage d'ATV Guadeloupe en ouverture de ce journal. Et la polémique enfle entre régions et conseil départemental concernant la répartition de la taxe carburant. Josette Borrell, l'incertain, évoque un hold-up, plus de 19 millions d'euros de manque à gagner. Elle a convoqué ce matin une assemblée plénière. Et colère chez les médecins urgentistes en Martinique, en grève depuis 3 jours. Ils dénoncent une dégradation des conditions de travail. Constituant un groupe de réflexion pour trouver des pistes d'amélioration, ils exigent des solutions avant la fin de la semaine. Et la Guadeloupe doit renouveler ses éclairages publics, devenus vétustes et coûteux pour les mairies. Pour aider les collectivités dans ce sens, la région a organisé une matinée d'information WTC à Jarry. Maggie Cellini, vice-présidente de la région Guadeloupe, sera notre invitée. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Alors que la Belgique rendait hommage aujourd'hui aux victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, voilà que Londres a été également la cible d'une attaque. Un homme a foncé avec sa voiture contre plusieurs piétons se trouvant sur le pont de Westminster avant de percuter la grille du Parlement britannique. Continuant son périple meurtrier à pied, il a tué un policier avant d'être abattu par les autorités. Bilan de cette attaque, 4 morts et plusieurs blessés, dont des lycéens français. La police britannique a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête pour terrorisme. Et en Guadeloupe, la polémique continue entre régions et départements concernant la taxe spéciale carburant. Depuis 1984, avec la loi de décentralisation, les taux de cette taxe carburant ainsi que l'octroi de mer sont fixés librement par le conseil régional. Mais depuis la loi Notré, qui lui confère aussi les compétences relatives au transport non urbain, l'exécutif régional a décidé le 13 mars dernier d'augmenter sa part revenant issue des recettes de la taxe des carburants et par conséquent de réduire la part du conseil départemental. Josette Borrell, l'incertain, évoque un hold-up. Elle a convoqué ce matin une assemblée plénière. Reportage Isabelle Hameau. La nouvelle répartition de la taxe spéciale de consommation sur les carburants fait polémique entre l'exécutif régional et le département. Sujet à l'ordre du jour de la plénière, cette nouvelle répartition fixée par la région indique que la part du conseil départemental, qui jusqu'alors était de 30% du solde global, sera réduite à 12,5%, soit une perte sèche de 19,2 millions d'euros. Une somme colossale qui, selon la présidente du conseil départemental, entraînera des difficultés. C'est inimaginable. Je dirais 19 millions, ça veut dire, mais 19 millions, c'est la moitié de ce que nous mettons sur les routes. Il faut savoir que j'ai 650 km de route. Il faut savoir aussi que j'ai des ponts, j'ai 42 collèges, j'ai aussi l'enfance en danger. Donc, en cascade, nous aurons des dégâts inimaginables. Et je crois que c'est ça. Je voulais vraiment montrer aux collègues l'ampleur du désastre et permettre à tout un chacun de voter en son âme et conscience. Le député Victorin Lurel juge ce nouveau dispositif d'un hold-up financier prémédité. Quant à l'opposition représentée par David Nebor, elle a préféré ne pas voter, mais s'abstenir au moment de la délibération. Le temps qui a été passé ce matin devait être mis à profit avant justement l'établissement du budget du département. En tout état de cause, nous, en notre qualité de conseiller départemental, nous sommes conscients de l'impact financier sur le budget. Et nous disons, nous avons encore de l'espace de discussion dès lors qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans ce pays. Mais nous regrettons énormément cette mise en spectacle de la vie politique et nous croyons fermement qu'il y a des présences ce matin qui indiquaient bien que nous étions dans un jeu politicien. Une nouvelle polémique qui relance la question de l'existence de 2 collectivités dont les missions se chevauchent. Et vous le savez, l'opération Richter Caraïbes 2017 bat son plein depuis hier. Évacuation d'écoles, débarquement de troupes, tous les aspects du plan catastrophe majeure sont testés. L'occasion pour nous de nous intéresser aux populations situées sur les zones particulièrement exposées au risque de tsunami, comme le Moule, Saint-François ou encore Sainte-Anne. Savent-ils ce qu'il faut faire en cas de tsunami et où aller? Le reportage est signé Nathalie Dinan, Moïse Exter, Patrick Curie.
À l'heure où tous les services de l'État s'affairent à l'exercice Richter Caraïbes 2017, plusieurs questions se posent. Comment la population réagirait-elle face à un risque de tsunami? Est-elle prête? Exemple à Sainte-Anne, une grande partie de la population est installée le long de la mer. Une économie s'est développée en bord de plage. Alors quel dispositif pour les personnes âgées, handicapées ou encore à mobilité réduite? Si on peut sauver comme on va sauver. Comment les enfants, si ils viennent arriver avant, ils peuvent venir chez moi parce que moi-même, je ne peux pas déplacer. Alors, moi, je ne peux pas dire, moi, la volonté là où il est là. Il faut aller en hauteur au plus vite, surtout pour les gens qui habitent au bordure de mer, comme c'est mon cas. Bon, mais les gens qui ne peuvent pas bouger comme moi et mon fils, nous sommes presque handicapés tous les deux. Je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Autre commune, même constat à Saint-François. Une population peu ou mal informée des différents dispositifs de prévention ou encore des abris sûrs en cas de catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on venir pour qu'il là non plus? Quoi, j'ai regardé ce que échappé. Mais justement, au lot qu'il y a. Eh bien, soit on y a mon, quoi, vous montez en mon, c'est pas attendre. Alors, moi, là, comme ça, je vais là, commencer à monter là en mode, moi, si quelqu'un vient, il me plie. De toute façon, je vais valise à moi, d'accord, nous, moi. Là, on sortit vers ramener à casa moi. Ça veut dire qu'on essaie de prendre ces valises-là. C'est bien possible que si on est blessé, on est quelconque pour ça, on fait bien. Pour de prévention, nous ne pouvons pas organisation qui a mettre en place pour ça, ni en réunion pour former la population là, surtout Saint-François, pour nous payer ouais, jour là, ça arrive là, pour nous pas trouver nos surpris. Pour nous trouver nous justement le temps de s'organiser, quel moyen pour nous payer, pour nous payer, sauver vie en nous. Un constat alarmant quand on sait que notre île est assujettie au risque de tsunami. Et les secours continuent d'affluer vers la Guadeloupe dans le cadre du scénario fictif de séisme majeur. Un convoi d'ailleurs est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport Paul Caraïbes. On écoute le colonel Gilles Bazir, interrogé par Patrick Curie face à la caméra de Moïse Dexter. Le préfet de la Guadeloupe a fait appel à des renforts extérieurs qui viennent aujourd'hui de plusieurs points de France, la région parisienne, la zone Île-de-France, la Corse pour certaines unités militaires, mais qui viennent aussi de différents pays d'Europe qui, dans le cadre du mécanisme européen de sécurité civile, apportent leur concours à la France pour lutter contre les effets de ce terrible séisme. Donc on se retrouve avec plus d'une centaine d'hommes répartis dans différentes unités, belges, luxembourgeoises, unités militaires françaises, unités militaires civiles, qui viennent d'arriver sur notre territoire, qui vont prendre leur quartier et déployer leur matériel dès ce soir pour être opérationnels sur le terrain très tôt demain matin. Moi, en tant que responsable de l'ensemble des équipes de secours sur le département, je lui donne un certain nombre de consignes opérationnelles qu'il va mettre en œuvre avec, en binôme, si vous voulez, en binôme avec des équipes de la Guadeloupe, de manière à ce que la connaissance du terrain des équipes de la Guadeloupe et la compétence opérationnelle et les hommes en plus que représentent ces équipes puissent nous permettre d'apporter un secours à nos concitoyens. Et la Guadeloupe doit renouveler ses éclairages publics devenus vétustes et coûteux pour les mairies. Compter en moyenne plus de 200 000 € de factures d'électricité par an pour les communes de plus de 10 000 habitants. Pour aider les collectivités à rénover leur parc, la région a organisé aujourd'hui une matinée d'information au WTC à Jarry consacrée à la mobilisation des fonds européens dédiés à la performance énergétique. Karen Diama et Linda Kayarsi se sont rendus sur place. Avec près de 75 000 points lumineux, le parc d'éclairage public de la Guadeloupe se trouve aujourd'hui dans un état de vétusté important, un frein dans la transition énergétique du territoire. On a un parc d'éclairage public très énergivore. Nous avons des objectifs fixés dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui sont de diminuer de moitié à l'horizon 2020 nos consommations énergétiques. L'éclairage public est un vecteur très important pour pouvoir atteindre ces économies, notamment pour les collectivités. L'éclairage public, c'est environ 62% des consommations annuelles sur le budget d'une collectivité. Donc du coup, on pourra facilement atteindre les moins 50% en maîtrisant l'énergie sur l'éclairage public pour les collectivités locales.
C'est donc autour de cette problématique que se sont réunis l'ADEME, EDF et le FEDER. Objectif, trouver des pistes sur la maîtrise de l'énergie, comme par exemple l'éclairage diminutif. On n'allume pas tous les points lumineux. Il y a des zones qui ne sont pas éclairées parce qu'elles n'ont pas besoin d'être éclairées. Aujourd'hui, on est plutôt sur une philosophie d'abaisser l'éclairement la nuit. À 3 h du matin, nous n'avons pas la même circulation qu'à 18 h. Donc, voire même éteindre les points lumineux. Donc, l'exécutif n'a pas pour obligation d'éclairer l'ensemble du territoire et d'éclairer partout. Il doit surtout éclairer juste et poser les points lumineux là où on en a besoin en fonction du besoin de sa collectivité. Donc, c'est vraiment des enjeux financiers qu'on met aujourd'hui à leur disposition supplémentaires pour pouvoir aller sur des investissements qui sont relativement importants. On chiffre aujourd'hui près de 77 millions d'euros de coûts de rénovation globale à l'échelle du territoire. Donc c'est vraiment aujourd'hui leur donner les outils techniques et financiers pour aller plus loin sur cette rénovation. À l'issue de cette matinée de réflexion, un appel à projet rénovation de l'éclairage public a été lancé pour tenter d'atteindre les moins 50% d'économie d'énergie sur l'éclairage public en 2020. Et la vice-présidente du Conseil régional en charge de l'énergie nous a rejoint sur ce plateau. Maggie Cellini, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, Karen Diama l'a bien dit, il s'agissait de présenter l'axe 3 du plan FEDER, dédié à la performance énergétique, nommé transition vers une économie à faible teneur en carbone. Avec ce programme, quels sont les investissements qui seront privilégiés pour permettre justement cette transition ? Il s'agissait dans un premier temps d'informer le public, mais plus particulièrement les collectivités. Il est évident que quelquefois, on perd de vue au sein des bureaux, à l'intérieur des bureaux, de savoir comment il faut faire tel ou tel projet, comment il faut mener les actions. Aujourd'hui, pour nous, il s'agissait d'informer et de donner et dire voilà. Nous avons des outils, ils sont là, il faut les mettre en place pour que nous puissions respecter cette PPE que nous avons mise en place pour que justement dans la transition énergétique, dans la loi de la transition énergétique, pour que nous soyons performants. Vous avez 49 millions d'euros à votre disposition pour changer vos éclairages. La Guadeloupe est baignée de soleil, brossée par les alizés, une terre qui est prédisposée aux énergies renouvelables. Comment expliquez-vous, Maggie Cellini, qu'elle soit encore si loin de l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement, 50% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Notre dépendance aux énergies fossiles a même augmenté en 2015, 89% en 2014. Comment on explique ça? Parce que tout simplement, dans un premier temps, il faut bien comprendre. Nous n'avions pas l'habilitation. Il a fallu déjà, dans un premier temps, que le Conseil régional fasse cette demande, puisse obtenir l'habilitation. Pourquoi l'habilitation? Parce qu'il fallait maîtriser et il fallait surtout adapter tout ce qu'il y a à mettre en place par rapport au territoire. On ne peut pas appliquer les mêmes règles sur l'Hexagone qu'en Guadeloupe, Martinique ou Guyane. Donc forcément, il fallait déjà passer par là. Une fois ça a été installé, il fallait déterminer et mettre un schéma global. À partir de là, nous avons mis, en 2009, nous avons eu l'habilitation. Donc après, nous mettons en place en 2009 le pré-RUR, qui est un document qui nous permettait de travailler. Pourquoi? Il fallait d'abord déterminer ce qu'il y avait à faire sur le territoire. On ne peut pas mettre en place de tels projets sans avoir une visibilité. Et donc, tout cela, ça prend du temps. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la Guadeloupe est dotée effectivement du vent, donc il faut l'utiliser. Et donc avec les éoliennes, c'est bien ce qui est mis en place. S'agissant du soleil, c'est pareil, la photovoltaïque, il faut la mettre en place. Aujourd'hui, on est dans un système plutôt d'autoconsommation, que ce soit sur l'éolienne, que ce soit sur la photovoltaïque. Et troisième chose, l'énergie marine qui est en plein, je dirais, étude, parce qu'on s'est penché sur cette question et nous n'avons pas encore, si vous voulez, des résultats probants. Mais sur le soleil, sur le vent, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes efficaces. Alors, vous êtes efficaces en quoi? Expliquez, sur quel projet? Oui, nous sommes efficaces parce qu'aujourd'hui, nous avons bien, comme je viens de vous le dire, à partir des constats que nous avons faits, il faut mettre en place un certain nombre de projets. Je vous ferai remarquer que nous avons déjà fait sortir quand même un certain nombre d'appels à projets sur lesquels on a amené à produire. Alors, la géothermie, il ne faut pas l'oublier, elle a été, je dirais, fragilisée pendant les années qui se sont écoulées. Aujourd'hui, il me semble que ça peut être très opportun. 2020, l'objectif 50% d'énergie renouvelable, vous y croyez? Nous sommes en 2017.
C'est vrai, il faut que nous soyons clairs. Nous ne pouvons pas dire qu'en 2020, nous allons pouvoir répondre à tout cela. C'est un objectif à atteindre. Se donner les moyens. Il ne le sera pas. Il ne le sera pas. Mais, oui, on pourra dire qu'effectivement, qu'il est ambitieux. Mais au-delà de ça, il faut se donner, je dirais, des points qui sont très loin pour qu'on puisse arriver vers. Donc aujourd'hui, il faut mettre tout en œuvre. Les appels à projets sortent au fur et à mesure. Nous avons travaillé sur les bâtiments, qui sont des bâtiments énergivores. Nous mettons en place et nous accompagnons aujourd'hui pour la maîtrise de la demande de l'énergie, en conseillant les personnes et les usagers dans l'achat qu'ils font. Maggie Séligny, notre département est celui qui consomme le plus d'énergie parmi les départements français d'outre-mer, avec 4,29 MW par habitant contre 3,11 par exemple pour la Guyane. Quels sont les dispositifs qui seront mis en place par la région pour justement aider à cette transition, à réduire cette facture énergétique? C'est bien vers cela que je m'acheminais en vous disant qu'effectivement, nous devons tout mettre en œuvre, c'est-à-dire rien n'est négligé. Il faut aider et conseiller sur la... Nous devons, mais qu'est-ce qui sera fait? Si nous devons, nous le faisons. Parce que quand je dis nous devons, mais les actions sont là. Nous avons effectivement, aujourd'hui, nous conseillons et nous avons pour obligation d'utiliser du matériel classé A++, puisque c'est ça aussi. Il faut maîtriser la demande en l'énergie. Il faut effectivement aller vers ce qui est performant. Nous avons sorti un appel à projet sur justement tout ce qui concerne la performance. Maggie Séligny, dernière question. Le délai imparti est court, j'en suis désolée. On a compris, il ne s'agit pas seulement de réduire notre consommation d'électricité, mais aussi de réduire la facture carbone, donc de moins polluer. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu antinomique que de signer une convention pour favoriser un projet comme Albioma, qui forcément va augmenter cette facture carbone? Alors, Albioma, c'est encore un autre dossier. C'est très particulier et c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, mais c'est un dossier aussi qu'il faut prendre, je dirais, à plat. C'est-à-dire que je dirais, la centrale thermique de Marie-Galante a une opportunité au niveau, je dirais, de l'énergie, certes, mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le territoire de Marie-Galante, ce sont les Marie-Galantais qui vont décider ce qu'ils choisissent pour leur propre territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà de la maîtrise de l'énergie qui est à produire, je crois que l'aspect du développement économique ne doit pas être négligé. C'est important, parce qu'un petit territoire comme cela, il faut certes pousser vers une amélioration, vers effectivement de nouvelles méthodes, mais tout en gardant et en préservant ce qui a fait, je dirais, l'âme de Marie-Galante. Donc c'est pour ça qu'on s'est accordé 18 mois pour pouvoir donc travailler sur ces sujets. Mais vous n'avez pas répondu à la question, n'est-ce pas antinomique de favoriser un projet qui va, on le sait, augmenter cette facture carbone, alors que vous êtes en train justement de faire la promotion d'un projet qui vise à le réduire. Il y a certainement... C'est de réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Tout à fait. Il y a certainement des erreurs qu'il faille corriger. Donc les bureaux d'études sont là pour ça, puisque justement le projet est remis en question. Si le projet est remis en question, donc on retirera le bois importé des États-Unis. On a déterminé que dans ce projet, il y a des imperfections, il y a des incohérences, parce que c'est un projet qui date depuis 2012 et qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution, effectivement, il y a des choses à reconsidérer et ça, je vous l'accorde, il faut les reconsidérer et c'est pour cette raison que 18 mois, ce n'était pas, je dirais, négligeable. Il fallait effectivement ce temps de réflexion pour pouvoir recadrer ce projet de telle manière que nous puissions respecter effectivement nos objectifs. Merci Maggie Séligny d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous partons pour la Guyane, où la ville de Kourou est le théâtre en ce moment de plusieurs mobilisations. Elle est coupée du reste du pays. Après les échauffourées d'hier, les représentants des manifestants de plusieurs collectifs ont été reçus en mairie avec le préfet ainsi que le responsable de la collectivité de Guyane. Une rencontre particulièrement tendue qui aura finalement échoué. On fait le compte-rendu de cette mobilisation avec Jonathan Larieux. On regarde ensemble. S'il faut aller bloquer les axes principaux au niveau des villes principales, on ira le faire. Cette fusée-là ne doit pas partir, c'est pas plus compliqué que ça. Des propos clairs qui surviennent après une journée mouvementée. Hier, la mairie de Kourou a été le centre d'un échange tendu entre les différentes délégations des manifestants et les élus. Dès le début, le ton est annoncé. Seuls les concernés sont admis dans la salle de réunion. Tous ceux qui ne sont pas conviés, sortez s'il vous plaît. Même les élus municipaux sont dans un premier temps mis dehors avant d'être rapidement réintégrés à la concertation. S'ils peuvent trouver un
terrain d'entente. Sans que nous soyons là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, apparemment, on nous a rappelé, on peut mettre en comité restreint avec 3 élus. Donc il n'y a pas de problème, on va se remettre au travail. Dehors, le public venu en masse observe le débat à travers la baie vitrée. La situation est loin de plaire à tout le monde. Nous avons voté. Maintenant, il y a un problème. Maintenant, il y a une résolution pour nous. Nous disons, ça reste à passer. Nous sommes des imbéciles alors. Mais rien ne fait. Personne ne rentrera durant les échanges. Après plus de 2 heures de réunion, le collectif des manifestants sort de la salle pour une concertation privée. Quelques minutes plus tard, la décision tombe. Vos réponses n'ont pas été à la hauteur de nos demandes. Et sur ce, on vous dit au revoir. Comme apparemment on nous tourne en rond, et apparemment le centre spatial, eh ben, voilà, leur priorité c'est que de lancer leurs fusées et pas la prière de la population de la Guyane. Leur priorité c'est pas notre santé, leur priorité c'est pas nos enfants, c'est pas l'éducation, c'est pas l'insécurité, c'est pas les chefs d'entreprise, eh ben, il n'y a pas de problème. Une réaction qui ne surprend guère le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre. Pour lui, ce n'est que le début d'une révolution. Si on nous dit qu'on a 2 ans d'effacement du RSA, on n'a pas besoin après d'aucune haute dotation. Et nous pouvons tenir pendant 5 ans, engranger le plan économique et permettre ainsi aux entrepreneurs de travailler en Guyane. Si Paris nous avait écouté il y a 5 mois, il y a 1 an, on ne serait pas arrivé là. Parce qu'on n'a pas cessé d'alerter le retard économique, le chômage, le sous-emploi, la précarité. Aujourd'hui, Paris sait que nous sommes au bord d'un débordement et ce n'est que le début, à mon avis, d'un problème qui va toucher véritablement la Guyane, la République, les citoyens. 2 heures et 30 minutes d'échange dans le vent, aucune décision concrète de prise. C'est un flou complet qui s'étend sur les prochaines journées de mobilisation. Ambiance tendue également au CHU de Martinique. Voilà 3 jours que les médecins urgentistes sont en grève. Leurs revendications portent toujours sur les conditions de travail qui se seraient dégradées au fil des ans. Reçus plusieurs fois par leur direction depuis ce lundi, les accords seraient en cours. Voyez maintenant les précisions du chef des services des urgences qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François d'ATV Martinique. Je demande un peu à la population de faire très attention dans la nuit de jeudi et vendredi matin parce que on risque d'être un petit peu en activité simulation, donc c'est un peu particulier. Bien évidemment, les soins seront assurés, les urgences vitales seront prises en charge, mais voilà, on sait que ça risque d'être un petit peu compliqué, en tout cas pour cet exercice. Après, par rapport à une vraie catastrophe, on sait que notre hôpital est l'hôpital de référence. Est-ce qu'on est réellement prêt là, s'il y avait un séisme ce soir ? Voilà, on peut compter sur la volonté de chacun, mais parfois ça ne suffit pas. Et c'est dans ce contexte que le CHU de la Martinique a accueilli aujourd'hui 4 des 25 blessés qui ont été recensés lors d'une explosion à Sainte-Lucie. Un accident grave qui a causé la mort de 4 personnes. Selon les témoins, des ouvriers faisaient de la soudure sur un conteneur rempli d'explosifs dans une ville au sud de la capitale. Les 4 personnes ont été héliportées en Martinique. On écoute d'ailleurs Yannick Brousse, chef du service des urgences. Il s'est exprimé face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Je remercie énormément l'équipe du SAMU qui s'est quand même déplacée cette nuit sur Sainte-Lucie. Dedans, vous avez quand même 2 médecins qui étaient grévistes, qui ont accepté de poursuivre leur activité pour aller essayer au moins de faire le tri et de techniquer les patients pour assurer un transport vers PZQ, vers la Martinique sans problème. Les médecins qui étaient au niveau des urgences, donc vous aviez les médecins qui étaient de garde en permanence, qui assuraient la permanence normale. Et puis après, moi je suis venu un petit peu plus tôt dans la nuit, c'est-à-dire vers minuit, quand on a su qu'on allait vraiment récupérer les patients pour essayer d'organiser l'arrivée au déchocage, puisqu'on savait que c'était des patients graves qui arrivaient. Ils ont été pris en charge tout à fait normalement finalement. Tout à fait normalement. On a la chance qu'ils arrivent 2 par 2. Ils seraient arrivés en plus grand nombre parce qu'initialement c'était un avion qui était prévu, donc ils avaient prévu initialement, je crois, 8 patients d'arrivée immédiate. Là c'est toujours plus compliqué parce qu'il faut beaucoup plus de moyens. Là, on savait qu'ils arrivaient par 2, donc on a pu gérer nos équipes. Et ce mercredi était la journée mondiale de l'eau, au-delà de la polémique sur les pannes et le mauvais fonctionnement du réseau. Diriez-vous que l'eau de la Guadeloupe est de bonne qualité? On écoute vos avis recueillis par Linda Kayarsi et Karen Diama. Consommez-vous l'eau du robinet? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça me donne moins de ventre auparavant. Et depuis, j'ai arrêté. Donc vous n'avez pas confiance en la qualité d'eau? C'est pas une confiance, c'est que ça m'allait pas. Donc j'ai arrêté carrément. Donc vous êtes passé à l'autre bouteille? À l'autre bouteille. Consommez-vous l'eau du robinet? Pas trop. Pourquoi? Je n'ai pas confiance. Vous doutez de la qualité de l'eau? Je doute de la qualité de l'eau, énormément, oui.
Donc de temps en temps, je prends une gorgée, effectivement, jusque pour que mon organisme s'habitue avec, effectivement, un cas. Mais sinon, non, je ne consomme pas trop l'eau du robinet. Consommez-vous l'eau du robinet? Oui, tout à fait. Pourquoi? Puisqu'elle est bonne. Je trouve qu'elle est fraîche, elle est agréable à boire. Vous résidez où? À Petit-Bourg. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bien, c'est bon. Vous la trouvez de qualité? Oui, j'ai pas de problème. Où j'habite? Vous habitez où? Sainte-Anne. Consommez-vous l'eau du robinet? Alors oui, j'habite à Pointe-Noire, je consomme l'eau du robinet de manière régulière, je remplis des bouteilles et je les bois tous les jours en fait. Elle vous semble bonne, de qualité? Oui, mais elle a bon goût, ça ne me dérange pas d'abord. Pourquoi vous ne consommez pas l'eau du robinet? Vous habitez Marie-Galante? Parce que là, oui, je ne consomme pas l'eau du robinet parce que la nappe phréatique est sous l'ancienne décharge. Voilà, et j'ai pas envie de boire cette eau. Donc j'ai une citerne et je bois l'eau de ma citerne. Ok. Et vous, Oui, madame? et moi, mon robinet, c'est une citerne d'eau de pluie, donc je bois l'eau du robinet. Mais c'est pas l'eau de ville, citerne. Donc il n'y a pas de souci. Et pourquoi l'eau de citerne et pas l'eau du robinet? Parce qu'apparemment, c'est exactement ce que dit, l'eau du robinet est plus suspecte que l'eau de pluie. Vous habitez où? Marie-Galante, pareil. Consommez-vous l'eau du robinet? Oui, bien sûr, elle est très bonne qualité, bon goût et tout, souvent bien meilleure que les bouteilles. Oui. Ouais, je fais confiance en fait souvent à l'ARS avec les analyses qu'ils effectuent régulièrement. Et elle n'a pas trop de goût, vous la passez 24 heures au frigidaire et on enlève le petit goût chloré, quoi. Autre sujet maintenant, le président de Cap Excellence a inauguré ce matin les locaux de Citélab à Pointe-à-Pitre. Un accueil gratuit sera réservé aux porteurs de projets ainsi qu'un service de proximité pour les habitants des quartiers prioritaires qui souhaitent installer leur future activité. Reportage Linda Kayarsi, Karen Diama. Inciter les porteurs de projets des quartiers prioritaires à créer leur propre activité, telle est la mission de Citélab, un nouveau service de proximité gratuit. Alors ce projet est porté par la BGE Guadeloupe, financé par Cap Excellence, la Caisse des dépôts et consignations et l'État. Et cette envie est née vraiment des besoins du territoire, car on sait que certains quartiers, malheureusement, sont moins pourvus. Et il s'agit vraiment de ramener l'équilibre territorial. Les porteurs de projets bénéficieront d'un parcours individualisé, d'un service de parcours personnalisé et ils seront orientés vers les partenaires financiers. Un accompagnement qui se fait aussi bien en permanence que sur le terrain. L'ambition, elle est très simple, c'est de permettre le maximum de personnes de pouvoir accéder justement à la création d'entreprises en facilitant le processus et les démarches. Le dispositif est avant tout une marque de la Caisse des dépôts, mais il s'appuie sur bon nombre de services publics et de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Créer leur entreprise, c'est aussi créer une entreprise pour qu'elle puisse durer. Et pour qu'à terme, ils puissent créer des emplois et créer une activité au sein de leur quartier, quel que soit le secteur. Donc c'est un travail qui est enrichissant pour nous parce qu'on est à la découverte de projets. En résumé, Citélab est un nouvel investissement dans l'humain, dans son potentiel. Dans les territoires et d'une augmentation constante. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez à Basse-Terre. Le Grand Sud, la communauté Grand Sud Caraïbes prévoit des travaux de raccordement jeudi. La distribution de l'eau sera ainsi perturbée une bonne partie de la matinée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous non pas demain, mais vendredi au parking de Géant Casino de Bas-du-Fort à Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes avec Eddie Planté.